Je n'ai pas besoin que tu me fasses honte ce soir. D'accord, dit-elle en appliquant son rouge à lèvres comme si je n'étais même pas dans la pièce. Reste juste à la maison. Mes clients sont trop importants. Tu les ennuies. Puis, sans lever les yeux, elle laissa tomber le capuchon sur la coiffeuse et ajouta, honnêtement, c'est mieux si tu ne viens pas. Tu ne saurais de toute façon pas quoi leur dire. Elle se leva et fit un lent tour devant le miroir, s'admirant comme si elle était déjà sous les feux de la rampe. Je lui tendis son manteau. Elle ne le prit pas. Elle passa juste à côté de moi en lançant par-dessus son épaule, « Tu peux laisser le vin au frais. Je reviendrai probablement tard, ou pas. Ça dépendra de qui est là. » Je la regardai monter dans la voiture noire. Une de ces longues limousines que le cabinet envoyait toujours. Élégante, stérile, froide, comme tout ce qui l'avait attirée ces 2 dernières années. Elle s'éloigna sans même un signe de la main. Je restai un instant sur le perron, puis rentrai et replaçai son manteau intact doucement sur le cintre, le boutonner, le lisser. Puis je marchai dans le couloir, passant devant les photos qu'elle n'avait pas décrochées, mais qu'elle n'avait pas regardées depuis des années, et entrai dans notre chambre. Sur le lit, il y avait un deuxième smoking. Le mien, pressé, la pochette repassée, les chaussures brillantes. Je ne me rasai pas avec colère. Je me rasai avec soin, délibérément. Je nouai mon nœud papillon à la main, polis mes boutons de manchette, en or avec une petite gravure qu'elle n'avait jamais remarquée. Sous les eaux calmes, une phrase pour mon père, un avertissement sur les hommes comme moi. 10 minutes plus tard, je descendis la même allée qu'elle, dans la même direction, mais avec une destination très différente en tête. Pas la file des voituriers, pas les marches de marbre menant à la grande entrée du gala. Je me garai derrière le parking de service, pris l'ascenseur du personnel, fis un signe de tête au gars de la sécurité de l'événement qui me tendit un badge sans un mot. Pas de scan, pas de questions, juste de la reconnaissance. L'intérieur de la salle était bruyant, scintillant et artificiel, comme si quelqu'un avait essayé de bâtir du prestige avec des miroirs et des spritzers de vin. Elle adorait ça. Elle vivait pour ses soirées. Les rires factices, les bavardages de pouvoir, la robe empruntée qu'elle prétendait être la sienne. Je restais dans l'ombre à observer. Elle tenait maintenant la cour près de l'entrée, riant trop fort à la blague plate d'un cadre. La tête penchée, le regard enjôleur, tout le spectacle. Sa robe chatoyait à chaque mouvement. Elle était conçue pour ça. Elle avait choisi le spectacle plutôt que la substance tant de fois maintenant. Je me souvenais à peine de celle qu'elle était quand elle portait des chaussures en toile et m'apportait du café à minuit juste pour s'asseoir en silence et lire à mes côtés. Les gens me demandent pourquoi je ne me suis jamais battu contre son changement. Pourquoi je n'ai pas exigé plus d'espace. La vérité est que je ne m'en dis pas d'espace. Je le prends, silencieusement, efficacement, de façon permanente. L'homme qu'elle s'efforçait tant d'impressionner ce soir. Le client phare du cabinet. Celui pour lequel son équipe l'avait préparé tout le mois. Il regardait déjà. Pas elle, moi. De l'autre côté de la pièce. Nous nous connaissions depuis 12 ans. Pas par affaire. Pas par elle. Par quelque chose qui importait réellement. Quelque chose qui faisait que tous les discours de gala du monde semblaient être du bruit de fond. Et quand je lui fis un signe de tête depuis le périmètre, il se leva, s'écarta et me fit signe calmement vers une chaise à côté de la sienne. Je la pris. Elle ne le remarqua pas. Pas encore. Trop occupée à réciter des points sur les fusions internationales et les mots à la mode ESG qu'elle comprenait à peine. Il y a une raison pour laquelle je suis resté silencieux toutes ces années. Il y a une raison pour laquelle je l'ai laissé tourner en rond, construisant une tour sur des fondations qu'elle n'a jamais inspectées. Parce que l'influence, la vraie influence, ne s'annonce pas. Elle agit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, rendez-moi un service. Abonnez-vous. Plus de 90% des personnes qui écoutent ne le font pas. Mais cela dit à l'équipe que ce genre d'histoire compte toujours. Que la vengeance silencieuse n'est pas seulement de la fiction. C'est de l'art et c'est mérité. Je n'avais pas besoin qu'elle me présente ce soir-là. Je ne le voulais même pas. Ce que je voulais se déroulait déjà. Subtil, précis, inévitable. Parce que quand quelqu'un vous traite d'ennuyeux, c'est généralement juste une projection. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous en voyez trop et que vous ne ferez pas l'idiot. Je me souris et me penchai légèrement en arrière dans ma chaise. Sa voix résonnait de l'autre côté de la pièce.
Elle ne m'avait même pas encore vu, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Elle entra en scène comme une reine revenant d'exil. L'ourlet de sa robe traçait des lignes nettes sur le sol, ses hanches se balançant au rythme de la tension. Son sourire était calibré, assez éclatant pour paraître sans effort, assez retenu pour signifier l'importance. Elle ne pressait pas le pas. Non, elle mettait en scène chacun d'eux, laissant les flashs des appareils photo éclater comme des applaudissements autour d'elle. Un des jeunes associés chuchota quelque chose sur le fait qu'elle était la fermeuse du cabinet, et elle rit assez fort pour faire savoir aux clients proches qu'elle n'était pas seulement charmante. Elle était essentielle. C'était presque impressionnant de voir à quel point elle glissait sans effort dans sa performance. Des baisers aériens, des compliments parfaitement dosés, des blagues d'initiés avec l'équipe d'approvisionnement de Belgique, le faux humble merci à la femme du PDG pour cette broche éblouissante qu'elle ne porterait jamais elle-même. Elle avait raison sur un point. Ses clients étaient importants. Elle ne comprenait juste pas à quel point elle semblait petite d'un certain point de vue. La pièce était un étang peu profond avec un éclairage coûteux. Et juste après l'éblouissement des projecteurs, le long du bord du niveau des sponsors, était assis un homme qui n'avait pas besoin d'être vu pour être ressenti. Costume gris, poignet blanc, une montre dont le cadran n'avait pas de logo parce que tous ceux qui comptaient savaient déjà qui l'avait fabriqué. C'était William Hart, fondateur, philanthrope multisectoriel, techniquement à la retraite mais fonctionnellement omniprésent. Et à sa droite, à peine incliné vers la lumière, c'était moi. Je ne souriais pas, ne levais pas de verre. J'étais juste là, calme, comme quelqu'un qui était à sa place. Elle ne remarqua rien. Elle était trop occupée à faire sa version de la diplomatie, parlant trop longtemps, riant trop fort, promettant un accès qu'elle ne contrôlait pas. À un moment donné, elle fit un geste vague vers la section VIP et dit quelque chose à propos de devoir s'asseoir avec les gens de l'éthique plus tard. Hug. L'homme à qui elle parlait jeta un coup d'œil à notre table. Ses yeux s'attardèrent, mais il ne dit rien. Ce qu'elle n'avait pas pris la peine de découvrir, c'est que M. Hart ne venait pas à ces événements pour les discours. Il venait pour observer, pour évaluer, pour vérifier que les personnes à qui étaient confiés ces contrats de plusieurs milliards de dollars n'étaient pas seulement intelligentes, mais stables. Et pendant qu'elle passait des mois à répéter son grand discours, elle avait oublié un petit détail. Il avait déjà pris sa décision. Cela ne reposait pas sur son PowerPoint ou sa liste de clients ou l'apéritif trop cher qu'elle prétendait apprécier. Cela reposait sur une nuit, des années auparavant, une soirée privée dans la chapelle d'un hôpital après une perte personnelle dont aucun de nous ne parlait en public. Nous étions restés en silence pendant 3 heures. Pas de réseautage, pas d'intrigue, juste humain. Cette nuit-là avait construit un pont entre nous, un pont discret, invisible pour les gens comme elle, qui ne reconnaissent le pouvoir que lorsqu'ils portent un badge. Alors, quand il m'avait invité au gala de ce soir, il ne s'agissait pas d'affaires. Il s'agissait de finalité. Nous l'observions se déplacer dans la pièce comme un lustre cherchant un plafond. Brillante, mal placée, belle, mais fondamentalement mal utilisée. À un moment donné, elle s'arrêta, sentant quelque chose, mais elle ne pouvait pas le situer. Ce frisson étrange qui s'insinue dans une pièce, non pas à cause de l'air froid, mais d'être observé par quelqu'un qui a déjà décidé de votre sort. Elle plissa les yeux vers le niveau des sponsors. Nos regards se croisèrent. Ses sourcils se froncèrent pendant une seconde. Puis elle secoua la tête, pivota vers un nouveau groupe d'invités et éclata de rire. Trop fort, trop tôt. Un des vice-présidents à côté d'elle tressaillit. Le déséquilibre avait commencé. Pas par un crash, pas par une scène, mais par un regard, un instant. Car il y a des pièces où l'on entre en pensant qu'on les possède. Et il y a des pièces où votre propriété est discrètement révoquée. Les lumières de la salle de bal s'éteignirent juste assez pour signaler la transition entre les mondanités et l'installation. Les serveurs se déplaçaient comme des fantômes synchronisés, remplissant les verres et remplaçant les plateaux de bouchées par des menus imprimés. Le maître de cérémonie s'éclaircit la gorge près du micro. Son signal. Elle lança un dernier sourire éclatant à un prospect berlinois et se retourna, les yeux scannant le plan de table blanc et or posé sur un chevalet près de l'entrée. Son doigt traça les noms, ses lèvres tressautant de satisfaction. C'était là, rangée centrale, table 1. Elle était listée en 3e position, juste après 2 vice-présidents exécutifs et juste avant le directeur marketing du client qu'elle avait courtisé la moitié de l'année. Elle y était arrivée. Elle ne remarqua jamais la 2e colonne. Non pas qu'elle ne soit pas visible,
mais parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant à remarquer. Je n'étais pas censé être là, après tout. J'étais la personne qui les ennuierait. Vous vous souvenez? Elle glissa vers la table 1, recevant des sourires, murmurant « Merci. Merci ». Tandis qu'elle passait, l'odeur puissante de son parfum la suivait comme une publicité pour une marque. Lorsqu'elle atteignit son siège, elle jeta à peine un coup d'œil avant de poser sa pochette sur l'assiette de présentation, de disposer sa serviette et de s'installer. Si elle avait regardé, si elle avait vraiment regardé, elle aurait vu la carte en face de la sienne. Lourdement gaufrée, légèrement inclinée. Henri Dubois, conseiller stratégique, initiative éthique mondiale. Et en plus petit caractère en dessous, invitation personnelle du président. J'étais déjà assis, la posture détendue, le couteau parfaitement aligné avec le bord de l'assiette. Monsieur Hart était à ma droite, sa main reposant légèrement sur la coudoir de la chaise, son regard fixé non sur elle, mais sur le pied de son verre de vin, comme s'il attendait le bon moment pour faire tourbillonner la vérité. Elle n'avait pas fait le lien. Pas encore. Elle pensait que j'avais fait un coup mesquin, que j'avais peut-être réussi à m'introduire grâce à la faveur de quelqu'un, ou pire, que j'avais utilisé son nom pour obtenir une place. Elle me lança un sourire forcé par-dessus la table. Intéressant. Je ne savais pas que vous étiez, commença-t-elle, mais sa phrase s'éteignit alors qu'elle lisait enfin le panneau. Cette pause. Cette demi-seconde, ses yeux s'attardèrent, s'écarquillant légèrement. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une architecture. Vous voyez, il y a des années, lorsqu'Hart a perdu sa fille à cause d'une infection post-opératoire évitable, il n'a pas tenu de conférence de presse. Il n'a pas intenté de procès. Il a discrètement fondé un groupe d'examen parallèle, une initiative éthique clandestine pour conseiller sur les schémas cachés de mauvaise conduite et de fausses déclarations dans les chaînes de prestation de soins de santé. Pas pour la presse, pas pour les applaudissements, juste pour l'impact. Il m'avait rencontré par ce biais. J'avais écrit quelque chose d'obscur, enfoui dans un livre blanc sur les angles morts institutionnels et la pathologie de l'ego d'entreprise. Il m'a appelé le lendemain. Nous avons parlé pendant 4 heures. Au fil du temps, il a demandé plus. Plus de perspicacité, plus de schémas, plus de stratégie pour dégonfler le ballon d'air chaud du leadership performatif dans des costumes trop brillants pour se regarder. C'est pourquoi j'étais ici, pas à cause d'elle. Malgré elle, le gala de ce soir n'était pas seulement une collecte de fonds. C'était un test de loyauté. Hart voulait voir qui s'accrochait au clinquant et qui comprenait les fondations, qui pouvait lire entre les diapositives PowerPoint. Et ma femme, la femme qui avait bâti toute sa personnalité sur l'apparence et l'alchimie client, était occupée à poser avec les jeunes étoiles montantes du cabinet comme une page de magazine, attendant d'être oubliée. Son rejet antérieur de moi n'était pas passé inaperçu. Hart l'avait vu. Tout comme le directeur des opérations, dont la fille avait fait un stage sous mes ordres l'été dernier. Tout comme l'invité de Londres, dont le fils autiste j'avais un jour aidé à placer dans une école en utilisant un réseau dont je n'avais jamais parlé. Elle ne réalisait pas que son véritable public avait changé bien avant qu'elle ne touche le micro. Au moment où la salade fut servie, la table autour d'elle n'était plus en orbite autour de sa voix. Elle était en orbite autour du silence, celui qui gagne en gravité lorsque les bonnes personnes cessent de parler. Et en face d'elle, j'attendais, non pas la vengeance, mais la documentation. Car dans des pièces comme celle-ci, le pouvoir ne frappe pas. Il observe, puis vous note. Elle était à son apogée maintenant, le point culminant de son orbite, tournant autour du plus grand client comme si elle était Jupiter et qu'il n'était qu'une autre lune à capturer. Son verre était plein, son rire aigu, répété juste assez pour paraître spontané. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de vaguement Vivaldi en arrière-plan, mais elle parlait par-dessus comme si c'était une ambiance destinée à sa scène. L'heure du cocktail avait cédé la place à ce qu'elle appelait la fermeture douce. Le moment où elle aimait frapper avec juste assez de chaleur pour faire une impression durable, mais pas trop pour ne pas paraître pressée. Elle passait à l'action maintenant, racontant une anecdote à moitié vraie sur une fusion à Berlin qu'elle avait à peine touchée mais qu'elle prétendait avoir personnellement menée. Le client, Monsieur Hart, sourit poliment, la laissant parler. Il avait cette fâcheuse habitude de paraître courtois tout en classant mentalement chaque mot comme une preuve. Elle ne remarqua rien. Elle ne l'avait jamais fait. Elle supposait que l'absence de contestation signifiait l'accord. C'est ainsi qu'elle avait construit son monde.
Puis il posa la question si désinvoltement que cela aurait pu ressembler à une conversation anodine pour n'importe qui d'autre. « Votre mari est-il ici ce soir ?» Son sourire se crispa. C'était à peine perceptible, mais je connaissais son visage comme je connaissais les plans, jusqu'aux failles. Elle expira légèrement par le nez, scanna rapidement la pièce pour s'assurer que personne de trop important n'écoutait et agita sa main manucurée d'un air dédaigneux. « Non, dit-elle. Il vous ennuierait tous à mourir. Il n'est pas vraiment fait pour ce genre de choses. » Elle le dit comme une blague, mais avec juste assez de venin pour laisser une tache. Elle s'attendait à un rire ou à un hochement de tête compatissant, peut-être même au sourcil levé d'une condescendance partagée. Ce qu'elle obtint fut le silence. Hart ne sia pas, ne rit pas. Il la regarda pendant une longue seconde, comme s'il mesurait à nouveau quelque chose qui avait glissé de son alignement. Puis, avec le calme d'un homme qui signe des résiliations de milliards de dollars avant le petit déjeuner, il dit « Excusez-moi, j'ai quelque chose à régler. » Et ce fut tout. Il se retourna et marcha sans hâte mais avec détermination directement vers l'annexe latérale où le personnel du panel d'éthique s'était discrètement réuni. La plupart des invités ne savaient même pas que cette table était là. Pas de signalisation, pas de fanfare, juste un petit groupe de personnes en costume noir massant badge et au visage sérieux. Il se pencha, parla brièvement à la femme au centre et lui tendit une petite enveloppe scellée, sans marque. Elle hocha la tête, la prit à deux mains. La femme à côté d'elle, une responsable de la réglementation d'un cabinet de conformité externe, nota quelque chose dans un carnet en cuir. Un autre homme tapa quelque chose sur une tablette. Ce n'était pas du drame, c'était une procédure. De l'autre côté de la pièce, ma femme pouffa de rire à quelque chose qu'un directeur marketing avait dit et prit une gorgée de vin. Elle n'avait aucune idée que le sol sous elle venait de se déplacer d'un demi-pouce. Pas assez pour le remarquer encore, mais vous savez comment c'est en architecture. Un déplacement d'un demi-pouce, cumulé sur une structure, devient une fissure. Et les fissures, elles se propagent. À ce moment-là, un jeune associé lui tapota l'épaule et chuchota quelque chose. Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Que voulez-vous dire par « il est là » demanda-t-elle. L'associé jeta un coup d'œil nerveux vers la table principale, puis la regarda. Elle se retourna, s'attendant à moitié à une perturbation mesquine. Peut-être moi traînant avec un verre, essayant de faire le malin, mais tout ce qu'elle vit était une pièce immobile. Hart était retourné à son siège. J'étais là, à côté de lui. Aucun de nous ne la regardait. C'est alors que ça a commencé à la démanger. Cette inquiétude insidieuse qu'elle ne pouvait pas situer. Elle essaya de l'ignorer, mais quelque chose dans la façon dont le personnel proche commençait à ajuster ses casques. La façon dont le directeur des opérations ne répondit pas à son signe de la main, la façon dont le photographe ignora complètement sa table, tout cela se transforma en une pression qu'aucun charme ne pouvait diluer. Ce qu'elle ne savait pas encore, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que l'enveloppe que Hart avait soumise contenait une documentation dont elle n'avait même jamais pensé à se soucier. Parce que lorsque vous construisez une personnalité pour les clients et traitez votre réalité comme si elle était insignifiante, parfois la réalité décide de voter. Et ce soir, elle l'avait déjà fait. À 6h45 du matin, son téléphone se mit à vibrer comme s'il essayait de ramper hors de la table de nuit. L'écran s'alluma. Éric Dubois, service juridique. 3 appels manqués, puis un autre, puis un SMS. Réponds maintenant. C'est sérieux. Elle gémit, encore à moitié ivre de pinot et d'égo de la veille. Son mascara avait bavé sur la taie d'oreiller, et les bretelles de sa robe de créateur étaient emmêlées sous les draps comme des confettis d'une fête dont elle ne se souvenait plus entièrement. Elle tendit la main à l'aveuglette et porta le téléphone à son oreille. Quoi, marmonna-t-elle, la voix sèche, éraillée. Éric ne la salua même pas. Il invoqua la clause 5C. Silence. Elle cligna des yeux, essayant de déchiffrer les mots à travers le brouillard de la gueule de bois. Quelle clause? La clause de moralité, claqua-t-il. Le client Hart. Il met fin à tout. Départ total. Pas de période de transition. Pas de renégociation. Juste terminé. Avec effet immédiat. Elle se redressa. Le drap tomba de son épaule. Ça n'a pas de sens, dit-elle d'une voix rauque. Nous venons d'eux. Il riait avec moi hier soir. C'est probablement un malentendu. Il y eut un silence sur la ligne. Puis il dit, et je cite, c'est à cause de son mari.
Elle se figea. Qu'est-ce que ça veut dire, chuchota TL. J'espérais que vous pourriez me le dire, dit Eric, sa voix tendue, comme quelqu'un qui est suspendu à une falaise avec une corde effilochée. Parce que quand j'ai demandé des éclaircissements, il a envoyé une invocation formelle avec des horodatages, des déclarations de témoins et des preuves photographiques du gala. Il active un protocole de désengagement complet en vertu de la clause 5C, violation morale et de réputation via un représentant interne. Il vous a nommé. Mais je n'ai rien fait. Il a dit que votre conduite envers votre conjoint violait la norme d'éthique sociale du cabinet. Que le langage que vous avez utilisé hier soir constituait ce qu'il a appelé, laissez-moi vérifier, un effacement social volontaire d'un conseiller en éthique interne qui était présent sur invitation personnelle. Elle eut l'impression de tomber, comme si la pièce s'inclinait de 5 degrés vers la gauche et ne s'arrêtait pas. Je ne savais même pas qui il était. C'est l'autre chose, coupa Eric. Qui diable est votre mari? Elle ouvrit la bouche, la referma, car à ce moment-là, elle réalisa qu'elle ne savait pas vraiment comment répondre à cela. Pas la version de lui qui souriait poliment lors des dîners du conseil et tenait son manteau quand elle se souvenait de l'amener, mais l'autre version. Celle sur laquelle elle avait cessé de poser des questions il y a des années, celle qui passait de longues nuits dans son bureau à lire des choses qui ne correspondaient pas à son monde. Celle qu'elle avait raillée pour trop réfléchir, pour vivre comme un moine. Cette version venait de faire exploser sa carrière avec un seul mot. La clause 5C. Une partie poussiéreuse, rarement utilisée de l'accord cadre que le cabinet avait inclus il y a des années à la demande de Hart, principalement par formalité, une clause destinée à donner aux clients importants une sortie en douceur si un représentant du cabinet se livrait à une mauvaise conduite, non pas criminelle, juste dommageable, et personne ne l'avait jamais utilisée jusqu'à présent. Je ne savais pas, chuchota TL. Je ne voulais pas dire. Ça empire les choses, répondit Eric d'un ton monocorde. Ces mots exacts, si elle ne savait pas qui était son mari, elle n'aurait pas dû bâtir sa carrière en prétendant qu'elle le savait. Son estomac se tordit. Je peux arranger ça, dit-elle rapidement. Nous pouvons organiser un appel. Non, interrompit Eric. C'est trop tard. Il a déjà informé 2 autres clients. L'un d'eux est en train de réviser ses contrats. Le conseil d'administration convoque une session d'urgence à midi. Nous sommes face à une réaction en chaîne ici. Mais ce n'était qu'un commentaire, siffla TL, soudain en colère. Une blague? Je n'ai frappé personne. Je n'ai rien volé. Vous avez fait pire, dit Eric, la voix basse maintenant. Vous avez fait en sorte que la mauvaise personne se sente petite en public, avec des témoins, et l'homme assis à côté de lui était quelqu'un que vous n'auriez jamais dû ignorer. Elle ferma les yeux, le cœur battant. Vous devez prendre les devants, ajouta-t-il. Découvrez qui est votre mari. Ce qu'il a dit à Hart, parce qu'en ce moment, vous perdez le plus gros compte de la côte, et ce n'est pas à cause d'un accord, c'est à cause de vous. Il raccrocha. Elle resta là, le téléphone glissant de ses doigts, écoutant le bourdonnement de sa propre panique remplir la pièce comme du bruit statique. Sa bouche devint sèche. Elle attrapa son ordinateur portable, l'ouvrit, tapa son nom, et les résultats de la recherche ne disaient pas +1. Ne disait pas Marie 2. Il disait le conseiller stratégique principal, Initiative éthique mondiale. Elle fit défiler des rapports, des panels, des discours, des audits éthiques, des notes de politique étrangère, et au centre de plusieurs, son mari, silencieux, aux yeux vifs avec des gens dont elle ignorait l'existence. Et puis ça la frappa. Elle n'avait pas épousé un accessoire. Elle avait épousé un scalpel, et hier soir, elle lui avait donné la cible. À 10h13 du matin, la lettre officielle était déjà dans la boîte de réception de chaque associé. Objet, notification d'invocation de la clause 5C, résiliation immédiate de l'engagement. Elle venait du conseil exécutif de Hart. Mais le langage portait ses empreintes digitales indubitables. Clinique, silencieux, dévastateur. Pas une seule fois elle n'utilisait son nom, et pourtant il n'y avait aucune confusion quant à la personne visée par la lettre. Elle se tenait dans la salle de conférence, les épaules rentrées, fixant l'imprimé comme si l'incrédulité pure pouvait faire évaporer l'encre. Eric, l'avocat qu'elle avait tensé d'innombrables fois pour trop d'explications, lisait maintenant chaque ligne à haute voix avec le ton froid et monocorde d'un homme essayant de ne pas intérioriser les retombées. En raison de multiples instances observées de fausses déclarations éthiques de l'intégrité personnelle, de mépris de l'inclusion du conjoint dans les environnements sociaux contractuels, et de conduite indigne d'un représentant désigné du cabinet. Elle cligna rapidement des yeux.
Ils s'attaquent à ma personne. C'est illégal. C'est. Ils n'ont pas utilisé votre nom, dit Eric d'un ton plat. Ils ont utilisé des exemples, des citations, des documents horodatés, et il leva la dernière page, la tournant vers elle. Un arrêt sur image. C'était là, une image haute résolution. Le moment exact où elle avait agité la main au milieu d'une phrase, ricanant, « Ils vous ennuieraient tous à mourir ». Son expression était amusée, dédaigneuse, hautaine. Derrière elle, floue mais reconnaissable, se trouvait Art, les yeux baissés, la bouche serrée. Et à côté de lui, légèrement détourné, c'était moi. Personne ne dit rien. Le seul bruit était le bourdonnement du CVC et le léger bruissement du papier. L'horodatage correspond à l'heure de pointe du réseautage du gala, dit Eric doucement. Ce n'était pas un accident. Il a planifié cette lettre au moment où cette enveloppe a touché la table d'éthique. C'est Art qui dit, « Nous avons vu, nous nous souvenons, et nous ne le tolérons pas », elle essaya de rire, mais ça craqua à mi-chemin, « Et alors ? On me vire parce que je n'ai pas embrassé l'alliance de mon mari en public. C'est ridicule. J'ai construit la moitié de notre pipeline. » Non, dit une autre voix. Un associé, plus âgé, calculateur, déjà à moitié détaché de son sort. Vous êtes viré parce que notre client phare vient de vous qualifier de responsabilité. Vous l'avez fait passer pour un idiot. Vous avez ignoré le protocole. Et pire que tout, vous avez mal interprété la situation. Elle se tourna vers lui. Il me punit d'être honnête. Non, répéta l'associé, cette fois avec une pointe. Il vous punit d'être petite. Le mot tomba comme du plomb dans l'air. De l'autre côté de la pièce, un autre associé feuilletait l'annexe de la lettre, qui comprenait la documentation interne que Hart avait apparemment compilée sur plusieurs représentants du cabinet, mais la sienne. La sienne était la section la plus longue. 5 points, 3 déclarations. 2 références à des incidents passés où elle avait exclu la présence de son conjoint lors d'événements face aux clients malgré les stipulations contractuelles d'inclusion en matière de réputation et d'image. En bref, ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma qu'ils avaient manqué ou ignoré parce qu'elle avait bien performé, générant des chiffres, organisant des galas, grimpant. Mais les clients ne se soucient pas des revenus s'ils sont liés à un risque. Et Hart venait de rendre ce risque officiel. Pire, il l'avait fait sans élever la voix, sans déposer de plainte, juste une lettre livrée en silence, comme un roi révoquant un titre. Sa main trembla visiblement maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite, demanda-t-elle. Personne ne répondit. Pas immédiatement. Puis, Eric, après une pause, dit simplement, ce n'est plus à nous de décider. Le retrait de Hart déclenche un examen de tous les comptes liés à son portefeuille. 3 autres clients ont déjà demandé des rendez-vous. Vous avez peut-être empoisonné la moitié de l'arbre. Elle regarda à nouveau l'arrêt sur image. Sa vague parfaite capturée en l'air. Ma tête détournée. Une seule seconde figée pour toujours. Pas un scandale, pas un crime, juste un geste. Et l'homme à côté d'elle refusant de le dignifier. Il n'y a pas de titre pour ça. Pas de procès, pas d'arc de rédemption, juste la compréhension silencieuse que dans un monde bâti sur la perception, un moment d'arrogance, photographié, horodaté, encadré contextuellement, peut réduire une décennie d'ascension en un mémo de départ. Elle s'assit. Personne ne lui dit de le faire, mais tous comprirent. Le vrai verdict avait déjà été prononcé, et l'homme qu'elle avait qualifié d'ennuyeux. Il n'avait même pas parlé. L'appel arriva juste après midi. Non pas des ressources humaines, ni de son assistante. Directement du bureau de l'associé gérant. Pas d'objet, pas de préambule chaleureux, juste un email de 6 mots, votre présence est requise. Salle de conférence 4. Elle arriva 15 minutes en avance. Un dossier serré si fort dans sa main que le bord laissa une empreinte rouge sur sa paume. Ses cheveux étaient impeccables. Ses talons étaient aiguisés. Son rouge à lèvres était la même nuance qu'elle portait pour les dîners d'investisseurs. Carmin avec une finition mate. Le contrôle en tube. Mais au moment où elle entra dans la pièce, tout cela parut ornemental, comme apporter un bouquet à un peloton d'exécution. Cette chaise était occupée. 2 autres étaient vides, leurs occupants marchant juste derrière la paroi vitrée, chuchotant à voix basse. La seule personne qui la regarda directement fut l'associé principal, Edgar, qu'il avait un jour appelé une tempête montante dans une robe de créateur. Aujourd'hui,
Il ne sourit pas. Il lui fit signe de s'asseoir en face de lui. Pas de salutation, pas de formalité, juste le doux bruissement des pages glissées en avant. « Expliquez-nous ce qui s'est passé, dit-il. » Sa voix n'était pas cruelle. Elle n'était même pas froide. Elle était ennuyée. Elle s'éclaircit la gorge, essaya de se tenir droite. Je faisais la conversation au gala. L'ambiance était légère, cordiale. Le client a posé des questions sur mon mari. J'ai fait une blague en disant qu'il les ennuierait à mourir. Ce n'était rien de grave. Il n'était même pas censé être là. Les mots lui parurent plus minces à mesure qu'il restait en suspens dans l'air. Une jeune associée, Stéphanie, plus jeune, plus affûtée qu'elle ne l'était auparavant, inclina la tête et dit « Vous réalisez que votre mari était la surinvitation personnelle de Hart lui-même, qu'il était assis à la table des sponsors, que son titre est actuellement enregistré comme conseiller stratégique pour l'initiative éthique mondiale ?» Oui. Je l'ai découvert après, dit-elle. Mais ce n'était qu'une blague. Je ne pensais pas. C'est ça le problème, dit Edgar, tapotant un stylo sur l'enveloppe devant lui. Vous n'avez pas pensé. Et cela nous a coûté le plus grand compte de soins de santé de la côte est. Son estomac se serra. Un autre associé se pencha. Thomas, calme, tranchant comme un rasoir. Sans patience pour le contrôle des dégâts. Nous faisons l'objet d'une enquête, dit-il lentement, pour un schéma d'insensibilité culturelle. Hart n'est pas seulement parti. Il a soumis des documents, des photographies, des transcriptions, des témoignages de témoins. Vos remarques du gala font maintenant partie d'une pièce à conviction. C'est absurde, claqua-t-elle, se levant à moitié. C'était une phrase dans un cadre privé. Non, coupa Stéphanie. C'était un événement public, financé par les fonds du cabinet, régi par un accord d'engagement de partenariat qui décrit explicitement les attentes en matière de conduite lorsque les représentants des clients et leurs familles sont présents. Ce n'était pas officieux. C'était enregistré. L'intention n'est pas une protection, dit Edgar presque doucement. Surtout pas quand vous avez établi un schéma. Elle se laissa tomber lourdement. L'air lui coupa le souffle. Quel schéma? Une autre enveloppe fut ouverte. Celle-ci plus fine mais précise. 3 plaintes documentées au cours des 2 dernières années. Toutes légères, toutes traitées en interne. Une d'une jeune associée qu'elle avait publiquement corrigée lors d'un cocktail client. Une autre d'un fournisseur qu'elle avait qualifié de tourné vers le budget. Et la 3e d'une partenaire régionale de soins de santé, une femme enceinte, à qui elle avait dit de laisser les hommes prendre les décisions difficiles lors d'une négociation houleuse. Aucune d'elles n'avait fait de vagues. Mais maintenant, elles étaient un contexte. Il y a du sang dans l'eau, dit Thomas. Et le départ de Hart donne à nos concurrents toutes les excuses pour fouiller. On nous demande de soumettre une déclaration de valeur en interne, publiquement. Et en ce moment, vous êtes la plus grande menace pour la réputation de cet alignement. Elle secoua la tête, la voix brisée. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui il était pour Hart. Je ne savais même pas qu'il me regardait. C'est l'ironie, dit Edgar. La personne que vous pensiez insignifiante s'est avérée être le pivot sur lequel la porte a tourné. Silence. Finalement, Stéphanie se pencha en avant, adoucissant sa voix juste assez pour tourner le couteau dans la plaie. Vous n'avez pas perdu un client. Vous avez perdu la salle. Aucun vote ne fut pris ce jour-là. Il n'y en avait pas besoin. La réunion se termina par une seule phrase d'Edgar. Nous allons examiner votre statut d'actionnaire à la lumière de ces événements. Attendez-vous à une notification formelle dans la semaine. Elle se leva, hocha la tête, sortit de la pièce sans parler. Et juste avant que la porte ne se referme derrière elle, elle entendit Thomas murmurer quelque chose qu'elle n'était jamais censée entendre. Elle pensait avoir épousé un figurant. Il s'avère qu'elle a épousé un sniper. La porte d'entrée se referma derrière elle avec le poids de quelque chose de définitif. Aucune lumière n'était allumée. Aucune musique ne fredonnait doucement du haut-parleur de la cuisine. Pas de tintement de verre. Pas de pas dans le couloir. Aucune odeur de café de fin de soirée. Juste le silence. Guettant, observant. Elle resta dans l'entrée quelques secondes, comme si elle laissait sa propre maison évaluer si elle y avait encore sa place. Ses talons résonnèrent sur le carrelage alors qu'elle s'avançait,
déposant son sac sur le même banc où il avait l'habitude de s'asseoir et de délacer ses bottes après de longues promenades le soir. Promenades qu'elle avait cessé de faire parce que mes pas sont plus rapides que les tiens. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. Pas de manière dramatique, juste assez pour suggérer que quelqu'un l'avait traversée avec considération. Pas avec colère, pas à la hâte. Elle la poussa. Son côté semblait intact. La coiffeuse, les oreillers, son plateau à bijoux, le blazer qu'elle avait jeté la nuit précédente toujours drapé sur le dossier de la chaise de lecture, mais l'autre moitié était vide. Son plateau à montre avait disparu. Le petit bol où il gardait la monnaie et les boutons de manchette était vide. Pas de brosse à dents dans la salle de bain. Pas de trousse de voyage dans le placard. Son tiroir, celui dont elle disait toujours en plaisantant qu'il était trop organisé pour être normal, était ouvert, creux comme s'il n'avait jamais été utilisé. Mais c'est le placard qui eut l'impact le plus fort. Ses costumes disparus. Pas en désordre, pas arrachés dans une tempête émotionnelle. Juste partis, comme s'ils n'avaient jamais existé dans cet espace. Les cintres avaient été laissés uniformément espacés comme des marqueurs dans une exposition de musée intitulée « Absence ». Elle vacilla légèrement en se retournant, ses yeux cherchant quelque chose, n'importe quoi à quoi se raccrocher. C'est alors qu'elle vit que la photo de mariage manquait. Celle dans le cadre argenté qui était posée sur la commode depuis 19 ans. Celle pour laquelle ils avaient posé sous ce chêne ridicule sur lequel il avait insisté parce que, les racines comptent. Elle détestait cet arbre. Disait qu'il semblait appartenir à un cimetière. Maintenant, le cadre était parti. Pas de traces de poussière. Pas de photos laissées derrière. Juste une petite note pliée en deux. Elle la fixa un long moment, les mains tremblantes avant de la ramasser. Le papier était épais, de qualité, comme celui qu'il utilisait pour écrire aux sénateurs ou soumettre des déclarations de position examinées par des pairs. Son écriture était indubitable, nette, exacte, comme un plan transformé en encre. Il y était écrit « Tu as eu toutes les chances de me présenter. Au lieu de cela, tu m'as effacé. Maintenant, c'est ton nom qu'il supprime. » Il n'y avait pas de signature, juste la clé de la maison posée à côté comme une ponctuation. Elle s'enfonça sur le bord du lit, le papier toujours à la main, la bouche sèche. Son esprit essayait de justifier, de réécrire, d'encadrer le moment, mais il n'y avait rien à inventer, rien à présenter. Elle pensa au gala, à la façon dont elle l'avait congédié comme un ticket de vestiaire. Elle pensa au regard du client, aux mots du partenaire, à la lettre juridique, à la photo horodatée. Puis elle pensa à l'homme sur lequel elle avait cessé de poser des questions. Celui dont elle disait à ses amis qu'il était autrefois brillant mais qu'il lisait maintenant surtout des revues d'éthique. Celui qu'elle laissait de côté sur les invitations parce qu'il restait juste tranquillement assis. Et elle réalisa qu'il n'était pas simplement parti, il s'était retiré stratégiquement, intentionnellement. De la même manière que l'on retire une poutre de fondation sans faire s'effondrer le bâtiment d'un coup, juste assez pour regarder la structure commencer à pencher jusqu'à ce que la gravité fasse le reste. L'ironie ne lui échappa pas. Elle avait passé une décennie à cultiver l'image. Et en moins d'une semaine, tout son récit avait été réécrit par l'homme même qu'elle avait coupé du cadre, non pas avec vengeance, mais avec exactitude. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était devenue insignifiante. Et pour quelqu'un qui avait bâti un monde sur le fait d'être la pièce maîtresse, c'est pire que la perte. C'est l'effacement. Cela commença par un email. Objet, retard de planification T1, réexamen en mars. Le ton était poli, non committal. Un client qu'elle avait personnellement intégré il y a 3 ans. Quelqu'un qui la qualifiait de force ne pouvait maintenant plus trouver de temps pour un appel de 30 minutes sur la feuille de route. Pas de rancune, juste un report. Puis vint un second, un client différent, la même formulation. Nous réévaluons notre capacité interne avant de nous engager sur les stratégies T1. En quelques jours, il y en eut 5. 5 comptes majeurs. Dissimulant discrètement leur présence dans des pauses indéfinies. Pas d'accusation, pas de plainte, juste des disparitions polies. Elle essaya de ne pas paniquer, se dit que ce n'était que la lenteur des fêtes, les budgets, les tendances macroéconomiques, n'importe quoi sauf ce qu'elle savait au plus profond d'elle. Car au moment où elle arrêterait de chercher des excuses, elle devrait admettre la vérité. Il la gelait. Et pas seulement les clients. En interne, la température chuta avec une précision chirurgicale.
Les jeunes associés qui gravitaient autour d'elle en réunion s'asseyaient maintenant 2 sièges plus loin, griffonnant des notes sans contact visuel. Le marketing retira sa photo du carrousel des visages de la direction du cabinet, silencieusement, sans mémo. Une de ses apparitions prévues à un panel fut reportée indéfiniment pour des raisons logistiques. Puis vint la vraie blessure. Un mémo interne sur les opérations fut divulgué par un des vice-présidents. Elle n'était même pas en copie carbone. Un collègue le lui transmit. Objet vide, juste les mots collés dans le corps du texte. Compte tenu des récents événements de réputation entourant les interactions avec les clients, je recommande que rédiger s'abstienne de participer à des activités directement en contact avec les clients pour les 2 prochains trimestres afin d'atténuer la perception du risque. Pas de nom, mais l'expression était indubitable. Événement de réputation. Comme si sa carrière était passée de l'influence à l'incident. Elle le transmit à Eric. Pas de réponse. Le lendemain matin, elle entra dans la cuisine du cabinet et 2 analystes interrompirent leur conversation. L'un d'eux parut paniqué comme s'il avait été surpris en train d'espionner la royauté. L'autre se contenta d'acquiescer et partit. Elle versa du café avec des mains qui ne cessaient de trembler. À son bureau, elle ouvrit son calendrier. Il ressemblait autrefois à une mosaïque, des blocs colorés empilés bord à bord. Maintenant, il ressemblait à une mort lente. 2 appels, un examen de statut, un déjeuner avec les RH qui n'avaient pas été confirmés. Elle consulta Slack. Un fil interne intitulé Galifalou avait été fermé par la conformité, mais pas avant qu'une capture d'écran ne parvienne à sa boîte de réception d'une ancienne mentorée qui la plaignait encore juste assez pour risquer de l'envoyer. C'était un mème. Son visage recadré en plein rire, légendé, trop importante pour l'ennui. En dessous, quelqu'un avait ajouté, si importante qu'elle a ennuyé le meilleur client du cabinet jusqu'à la détermination. Un autre commentaire disait simplement, lol, on peut en faire la nouvelle couverture de formation à la conformité. Elle ferma son ordinateur portable, fixa la fenêtre pendant 10 minutes, regardant le vent pousser les feuilles sur le parking. Elle n'était pas virée. Ce qui aurait été une grâce. Ce n'était pas un exil. C'était une évaporation. Pas d'annonce, pas de conclusion, juste un éloignement constant de l'attention jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un risque. Juste un souvenir. Le bâtiment qu'elle avait autrefois parcouru comme une monarque la considérait maintenant comme une menace à la sécurité en probation, trop visible pour être ignorée, trop radioactive pour être adoptée. Et pourtant, personne ne prononça son nom. Pas à voix haute, pas dans les réunions, pas même dans le bilan trimestriel du cabinet où il mettait en évidence les transitions de clients et les efforts de réalignement éthique. Elle avait été remplacée par des euphémismes. Elle rouvrit son email, fixa la première ligne. Retard de planification T1. Nous réexaminerons en mars. Elle le lut 4 fois, puis le supprima. Il n'y avait plus rien à répondre. 3 mois plus tard, dans la salle de bal d'un hôtel à 3 états de là, son nom fut prononcé à nouveau, mais pas d'une manière qui le rétablissait. Le sommet était sur invitation seulement. Éthique et gouvernance et leadership stratégique. 45 orateurs sur 3 jours. Une place de conférencier principal réservée à un homme que la plupart des participants ne connaissaient pas avant de le chercher sur Google. Henri Dubois, conseiller stratégique, initiative éthique mondiale, ancien architecte, force actuelle. Elle le découvrit par accident. Une ancienne collègue lui transmit le programme du sommet avec un message de 2 mots, devine qui? Au début, elle n'y crut pas. Puis elle vit le sujet. Intégrer l'influence silencieuse dans la culture stratégique. Cela ressemblait à quelque chose qu'il écrirait, quelque chose qu'il dirait. Elle se dit de ne pas regarder le flux en direct. Mais le 2e jour du sommet, après 2 tasses de café et une matinée agitée passée à arpenter son appartement, elle ouvrit son ordinateur portable. Il monta sur scène avec la même expression calme qu'il avait l'habitude d'avoir en lisant le journal avant les réunions. Pas de bravade, pas de ligne d'applaudissement, juste de la fixité, une gravité qui n'avait pas besoin de décoration. Et quand il commença, il ne se présenta pas avec des titres. Il commença par une image. Elle apparut derrière lui sur l'écran, un plan large d'une salle de bal de gala. Elle la reconnut instantanément. Les lustres, les numéros de table, la palette de couleurs. Elle retint son souffle avant même de se voir. Elle était là, figée en pleine vie, la tête rejetée en arrière, la bouche ouverte, la main droite levée dans cette vague négligente qu'elle avait utilisée pour le rejeter. À sa gauche, le client, William Hart,
regardait droit devant lui, sa posture raide, son expression illisible, et au premier plan, tout au bord du cadre, à peine perceptible à moins de la chercher, une table placardée, conseiller stratégique, initiative éthique mondiale. Son siège, son titre, la preuve qu'il avait toujours été invité. Sous l'image, une légende apparut lentement. Une ligne non attribuée, le caractère n'est jamais bruyant, mais il est remarqué. Il n'y eut aucune mention de son nom, aucune éviscération publique, aucun exposé, juste l'histoire dépouillée de ses principes. Il parla pendant 30 minutes de la responsabilité, du poids silencieux de l'observation, de la façon dont le leadership ne concerne pas toujours celui qui parle. Il s'agit souvent de celui qui est ignoré. Il décrivit des études de cas au pluriel, fit référence à des schémas de comportement. Il ne prononça jamais son nom, il n'en eut jamais besoin. Mais tout le monde dans cette pièce vit l'image. Ils virent son visage figé dans la performance. Ils virent le silence de Hart. Ils virent le panneau du conseiller soigneusement positionné comme une ponctuation dans une phrase qu'elle n'avait jamais su qu'elle écrivait. Et elle regardait depuis son appartement, enveloppée dans un cardigan qui sentait encore le parfum qu'elle ne pouvait plus se permettre, fixant l'écran comme s'il pouvait cligner des yeux et lui offrir une fin différente. Mais ce ne fut pas le cas. Il termina son exposé sous des applaudissements discrets. Pas retentissants, pas dramatiques, mais respectueux, mérités. Le modérateur le remercia. Il hocha la tête une fois, quitta la scène, et ce fut tout. Elle ferma l'ordinateur portable, resta immobile un long moment. Dehors, le monde continuait. Un camion de livraison était au ralenti. Le chien de quelqu'un aboyait. Un train grondait à 2 pâtés de maison. À l'intérieur, elle était assise dans le silence d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait construit toute sa marque sur le fait d'être la personne la plus importante de la pièce. Et maintenant son héritage était une capture d'écran, un avertissement, une légende sur une diapositive qu'elle n'avait jamais pu approuver. Elle lui avait dit un jour qu'il ennuyait les gens, mais il l'avait surpassé sans dire un mot. Et ça, c'était la partie qu'elle n'avait jamais vue.